Voilà. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette dernière webconférence euh, organisée par FCBA en collaboration avec Mage. Le sujet d'aujourd'hui, pourquoi choisir une menuiserie bois en neuf ou rénovation, les bénéfices de la marque Fenêtre NF Bois. Comme intervenant, aujourd'hui, nous accueillons Cécile Homs, donc à ma gauche, que Donc, je vais laisser se présenter. bonjour à tous, je suis Cécile Homme, je suis la responsable de la marque NF Fenêtre Bois et je suis également responsable du secteur menuiserie au sein de la certification FCBA. Donc, je suis présent également sur ce webinaire. Donc, Paul Lefort, prescripteur en certification du pôle bois construction. Nous accueillons également avec nous, en tant que présentateur, Arnaud Depont, donc ingénieur environnement à FCBA. Il est présent et pourra répondre notamment aux questions qui seront liées à la RE 2020 et aux fiches FDES. Bonjour. Donc, comme pour chacune des conférences que nous avons effectuées, je commence par une petite présentation de FCBA. Donc, FCBA, ça veut dire forêt, cellulose, bois, construction et ameublement. On est centre technique industriel de la filière forêt-bois, composé de 280 personnes. L'objectif principal de FCBA étant d'accompagner les industriels et les entreprises euh, à développer leur activité, innover et s'adapter aux évolutions marché, réglementaires et normatives. On intervient sur différents secteurs d'activité, donc la forêt, avec des thématiques en génétique, sylviculture, récolte forestière, etc. Euh, Cécile et moi, donc, nous travaillons au pôle IBSC, Industrie, Bois et Construction, sur des thématiques donc, de première et seconde transformation. Ça va de la scierie jusqu'à la menuiserie et le parement. Donc ça, c'est à Bordeaux. Il y a le pôle aménagement et espace de vie à Champs-sur-Marne. Donc là, qui va plutôt traiter de tout ce qui est mobilier domestique, professionnel, urbain, etc. Et finalement, le pôle biosens, donc, qui va traiter de thématiques environnementales, comme les sujets d'économie circulaire, aider les industriels à rédiger leur FDES, justement, ce type de sujet-là. À FCBA, il y a différents métiers, à commencer par la recherche et le développement. Donc, on est plutôt sur de la recherche appliquée. On a également beaucoup d'ingénieurs donc, qui sont en mesure de fournir de l'appui technique, notamment avec le programme Connect Expert, qui travaille aussi en consultance et en expertise. On a des grands laboratoires d'essais que certains d'entre vous pourront visiter donc le 27 juin prochain. Des laboratoires de biologie, de physique, de chimie, de mécanique, de process, d'écotoxicologie, etc. On est organisme de formation, donc on a notre propre catalogue de formation en interne et le FCBA intègre le BNBA, donc Bureau de normalisation du bois et de l'ameublement. Finalement, on a une activité également de certification à FCBA. La certification, donc unité pour laquelle nous travaillons, Cécile et moi également, et unité qui a organisé ce programme de webconférence. Je vais laisser la parole à Cécile maintenant pour annoncer l'ordre du jour. Alors, dans le cadre de ce webinaire, on va aborder 4 points, 4 sujets. Tout d'abord, l'aéro 2020, les atouts environnementaux des menuiseries bois et mixtes bois aluminium. En deuxième point, on parlera des spécificités de conception à prendre en compte dans un CCPP. Troisièmement, on parlera des performances essentielles des menuiseries, donc des menuiseries bois. Et on terminera par les bénéfices de la marque NF Fenêtre Bois. Donc, pour attaquer sur le premier sujet à Revin-20, les atouts environnementaux des menuiseries bois et bois aluminium. Donc, premier point, le contexte. On a une tradition de réglementation thermique en France. La dernière en date était la RT 2012, qui s'est suivie par une expérimentation E plus de moins.
C-moins, pardon. Un constat également sur le fait que le secteur du bâtiment représente 46% de la consommation énergétique nationale et également que 19% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du bâtiment. On a également une loi qui a été promulguée, la loi énergie-climat en 2019, qui vise un objectif de neutralité carbone en 2050 en France. Et la RE 2020, elle est là pour accompagner en fait tous ces changements sur le plan réglementaire. Les objectifs principaux de cette réglementation sont d'une part la sobriété énergétique des bâtiments et une décarbonation de l'énergie qu'ils consomment, une diminution également de l'impact carbone de ces bâtiments et également une garantie de confort d'été en cas de forte chaleur. C'est une réglementation qui est déjà en place depuis janvier 2022 pour les maisons individuelles et les logements collectifs et depuis juillet 2022 pour les bâtiments de bureaux et enseignement, que l'on soit dans de l'enseignement primaire et secondaire. Donc, cette réglementation environnementale, comme nous venons de le dire, elle a une grande nouveauté, c'est qu'elle a introduit des critères environnementaux au niveau du bâtiment et notamment cet indicateur lycée bâtiment, qui est un indicateur qui s'exprime en kilos de CO2 équivalent par mètre carré de surface et qui a pour objectif de définir l'impact sur le changement climatique de l'ensemble du bâtiment sur les postes construction et énergie, sachant que ce sont les deux gros postes. Il y a également des postes plus petits, mais pour faire simple, on va parler de ces deux principaux postes. Qui dit indice, qui dit indicateur, dit également maîtrise de ces indicateurs. C'est bien l'objectif de cette réglementation. Et donc, en parallèle, il y a des seuils qui ont été définis. Vous avez le tableau ici, des seuils qui s'abaissent au fil du temps. Et si on regarde aujourd'hui pour une maison individuelle, lycée bâtiment est de 640 kg équivalent de CO2 par mètre carré, mais en 2031, il sera plus qu'à 415 kg équivalent de CO2 par mètre carré et il faudra avoir trouvé quand même à peu près 35% de gains sur ces émissions de CO2 à l'échelle du bâtiment. Donc, il y a une optimisation qui est quand même très rapide qui est à faire. Pour calculer cet IC bâtiment, en fait, la réglementation également introduit un second indice qui est l'indice carbone construction des composants du bâtiment et du chantier et qui est propre à chacun des éléments constitutifs de la construction. Il se calcule à partir des données issues des FDES et l'IC construction à l'échelle du bâtiment va être en fait la somme des impacts carbone de chacun des composants du bâtiment. Alors, on dit que pour calculer cette IC construction, on se base sur les FDES. Qu'est-ce qu'une FDES? La FDES, c'est un document normalisé qui présente des résultats de l'analyse de cycle de vie d'un produit, ainsi que des informations sanitaires, dont le fameux indice de changement climatique du composant qui va servir à calculer l'IC construction. Donc, où est-ce qu'on trouve ces FDES? En fait, l'ensemble des FDES, aujourd'hui, elles sont centralisées au niveau d'une base de données qui s'appelle la base IMIES, qui a un site Internet qui est libre d'accès sur Internet, que vous pouvez consulter et où vous allez retrouver l'ensemble des FDES des produits de la construction. Aujourd'hui, il y a 7598 FDES, produits qui ont été évalués, qui vont des produits de structure en passant par la façade et également des produits de menuiserie intérieure et extérieure. Donc là, aujourd'hui, on a 493 produits qui disposent de FDES. Et ensuite, à l'intérieur de cette famille, on va avoir les fenêtres et porte-fenêtres, 110 FDES découpés par famille de matériaux acier, aluminium et bois. On a dans le bois 14 FDES à ce jour qui ont été créés. Donc, sur la partie centrale de l'écran, ça c'est une capture d'écran du site Internet, vous allez avoir donc pour une famille donnée des fenêtres bois, les FDES à votre disposition. Donc, il faut savoir que quel que soit le produit, on va retrouver des FDES collectives. Ce sont pour les produits bois, les FDES du Codifab, il y en a 4. Et en fait, il s'agit de données environnementales d'un produit qui peut être fabriqué par plusieurs fabricants. En fait, il s'agit d'un ensemble de fabricants qui ont mis en commun toutes leurs données
de fabrication liées à l'analyse du cycle de vie de leurs produits et dont on a fait une moyenne pour générer des données de la FDES collective et qui seront valables pour l'ensemble des entreprises concernées. On a également des FDES individuels, comme ça peut être le cas par exemple de Velux France ou de Riche Menuiserie. Donc ça, ce sont des fabricants qui décident en leur nom propre de créer leur propre FDES, qui vont être forcément généralement qui vont présenter des données meilleures que la FDES collective et qui sont propres à une gamme ou un ensemble de gammes du fabricant. Et pour finir, on a les DED, les données environnementales par défaut, qui sont mises à disposition par le ministère en charge du logement et qui ont été créées pour faire tourner les logiciels de calcul et pour avoir vraiment des données environnementales sur tous les produits de la construction. Excuse-moi de te couper. Je crois qu'on t'entend pas très bien, Cécile. Ah. Peut-être que si tu mets le casque, ce sera un peu mieux. Ah, pardon. Si on arrive à le brancher. Ok, j'espère que du coup vous m'entendez mieux. Alors attends, je vais juste regarder si le micro est bien sur. Donc on continue. Donc pour poursuivre la présentation des FDES, donc on a dit que la FDES était basée sur l'analyse du cycle de vie du produit et cette analyse du cycle de vie, elle est réalisée pour une durée de vie de référence qui est propre à chaque produit de construction et qui, dans le cas de la fenêtre, est une durée de 30 ans. Donc, le cycle de vie du produit est lui-même décomposé en 5 étapes. Une étape qui est liée à la production du produit, une étape liée à la construction du bâtiment et le produit, donc, dans le cadre de la construction du bâtiment, puis le produit dans le cadre de l'utilisation du bâtiment, le produit dans le cadre de la fin de vie du bâtiment, sa déconstruction, le traitement des déchets, l'élimination, et ensuite la partie bénéfices et charges. Et à l'intérieur de chacune de ces étapes du cycle de vie, on a les indicateurs de la FDES qui vont être évalués, et notamment l'indicateur de réchauffement climatique. Donc là, c'est un petit extrait de la FDES collective des fenêtres bois tempérées. Et le premier indicateur d'ailleurs qui apparaît en synthèse de cette FDES, c'est le potentiel de réchauffement climatique exprimé en kilos de CO2 équivalent par UF. Les UF, ce sont les unités fonctionnelles. Donc, chaque produit également de construction, chaque FDES, en fait, exprime les critères ramenés à une unité fonctionnelle. Et pour les fenêtres, l'unité fonctionnelle, c'est 1 mètre carré. Donc, si sur le chantier, on a des fenêtres qui font 2 mètres carrés de surface, eh bien, il faudra doubler toutes les valeurs du potentiel de réchauffement global. Mais par exemple, pour des produits de structure, l'UF, c'est le mètre cube, par exemple. Voilà. Donc, ce calcul a été fait, l'analyse de vie a été faite et au total, l'indice, le potentiel de réchauffement global d'une fenêtre bois collective fabriquée avec des bois tempérés est de 55 kg de CO2 équivalent par unité fonctionnelle. Autre point important au niveau des FDES, c'est le cadre de validité, c'est-à-dire que les valeurs qui sont données dans la FDES sont valides pour un cadre de validité, justement. Et en l'occurrence, là, ce cadre de validité explique que c'est valable pour tout type d'ouverture, quand on soit sur des ouvrants à la française, des coulissants, des fixes, des fenêtres battantes, des configurations inventail et de vantaux, les dimensions minimum, etc. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de ce cadre de validité, qui est un point très important de la validité des données de la FDES, pour faire ressortir 3 points au niveau de la FDES bois. C'est premier point que les bois doivent être issus de forêts gérées durablement. C'est un point essentiel qui est lié en fait au calcul qui est fait dans cette base est lié à la notion de neutralité carbone. Si le bois n'était pas issu de forêts générées durablement, tous les calculs d'impact en carbone seraient complètement modifiés. Donc c'est vraiment un point essentiel.
Deuxième point, au niveau du vitrage également, le vitrage est un élément très énergivore dans la fabrication d'une fenêtre. Et là, cette FDES collective, elle n'est pas valable pour n'importe quel type de vitrage, hein. On est sur des vitrages de 10 mm, enfin, d'épaisseur de 10 mm. Dernier point que je voulais faire ressortir, c'est pardon, la fabrication française. Cette FDES collective, elle a été faite sur la base d'une collecte réalisée auprès d'entreprises françaises et donc c'est valable justement si la menuiserie a été fabriquée en France. Donc, dans le tableau suivant, il y a une présentation des FDES collectives pour différents matériaux de fenêtres. Donc, de gauche à droite, on est sur du bois tempéré, une fenêtre en bois avec fabriqué en bois tempéré, puis fenêtre en bois fabriquée avec du bois tropical, puis fenêtre PVC teinte claire, fenêtre PVC teinte foncée. On a des fenêtres en aluminium ici, puis des fenêtres en bois aluminium, donc fenêtres mixtes fabriquées avec du bois tempéré. On continue par les fenêtres aluminium de Vento, puis on termine par les fenêtres mixtes bois aluminium fabriquées avec du bois tropical. Donc, sur cette première série de données, qui sont des données issues de FDES collective, on voit que petit à petit, l'indice de réchauffement climatique, il augmente. Et si on ramène ça en pourcentage, ça augmente de manière sensible, hein. On est quasiment, voilà, on va quasiment du simple au double. Deuxième chose à observer, c'est que sur la base de ces FDES collectives, les produits bois sont les mieux positionnés en termes d'indice de réchauffement climatique. Et également, troisième point à noter, c'est que les FDES collectives, elles sont faites, ce sont des données moyennées en fait sur une enquête réalisée au sein de plusieurs entreprises. Qui dit moyenne dit valeur meilleure pour certaines entreprises et valeur moins bonne pour d'autres. Et en l'occurrence, ici, je vous ai mis ce que peut donner une FDES individuelle, hein. Il s'agit d'une entreprise qu'on connaît bien qui est certifiée NF en mixte et donc dont les valeurs sont à 62 kg de CO2 équivalent par unité fonctionnelle, là où la FDES collective était à 82. Donc voilà, des choses en individuel sont quand même perfectibles, mais de manière générale, le produit bois en fait se positionne mieux de manière générale sur cet indicateur de réchauffement climatique. Maintenant, on parlait de cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et de faire des gains de 35% d'ici 2030. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir également sur cette FDES collective de bois issu de forêts tempérées, donc qui est le meilleur produit aujourd'hui, est-ce qu'on a des gains potentiels? Et donc, on s'est posé la question de savoir si on utilise un bois local, quel va être l'impact sur cet indice de réchauffement climatique. Donc, il se trouve que, en fait, quand on travaille avec du bois local, on réduit considérablement toute la partie transport routier et maritime, pardon, et donc ça va permettre d'abaisser l'indice de réchauffement climatique du produit de autour de 12%. Pareil, il faut savoir que le bois, plus il est dense, plus il va stocker de carbone. Donc, si on travaille avec des essences de bois qui sont denses et locales, comme du chêne par exemple, on va également à nouveau abaisser un petit peu plus l'impact carbone et on va l'abaisser autour de 26%. Le vitrage, je vous disais que le vitrage était un élément, un élément énergivore et consommateur, enfin émetteur de carbone. Donc, les fabricants de verre, on travaille depuis longtemps déjà sur le sujet de recyclabilité du vitrage. Et il y a à présent des vitrages bas carbone qui existent, fabriqués à base de calcin recyclé et qui permettent également, par rapport aux configurations de base de la FDES, qui n'utilisaient pas ce type de vitrage, d'abaisser également à nouveau de 22% l'émission de gaz à effet de serre, de CO2 au niveau de la fenêtre. Dernier point, la fabrication. Il faut savoir que la FDES collective, elle a été faite sur la base plutôt d'industrie artisanale. Si on est sur une fabrication sur un site industriel, il y a des gains au niveau de la consommation énergétique et également du rendement matière qui permettent aussi un petit peu de réduire l'impact environnemental. Donc,
En conclusion, en combinant ces différents paramètres, il y a la possibilité de réduire de plus de 50% l'indice de réchauffement climatique qui était à 55 kg de CO2 par unité fonctionnelle qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et les configurateurs permettront, un configurateur en fait, donc on a des outils DE-Bois et DEB qui à partir de FDES mère, donc en l'occurrence une FDES collective, permet de refaire les calculs en fait en optimisant, en changeant, parce que ça peut être aussi des choses qui impactent de manière défavorable, mais en changeant certains paramètres. Et donc, si vous partez sur donc des essences locales, denses, etc., ben voilà, vous pourrez retrouver ces valeurs-là au sein de FDES. Donc, je laisse la parole à Paul pour la partie rédactionnelle du CCTP. Merci Cécile. Donc pour chacune des parties, j'ai combiné les éléments principaux qui auront été évoqués et j'ai essayé de les présenter sous forme de rédaction possible dans un CCTP. Donc là, le premier gros point qu'on a évoqué, ce sont les forêts gérées durablement, donc la gestion des forêts. Donc j'ai écrit l'ensemble des bois constitutifs des matériaux de construction doivent être issus de forêts gérées durablement. Ils peuvent en complément aussi être certifiés PEFC ou FSC, donc des certifications qui viennent garantir la gestion des forêts. Dans la mesure du possible, les bois seront issus de forêts locales. J'ai écrit dans la mesure du possible parce que c'est un élément en ayant consulté euh, bon nombre de CCTP que j'ai très peu retrouvé, qu'on trouve, j'ai l'impression, de plus en plus. Mais voilà. C'est un élément qui vient tout de même réduire et qui a un impact assez conséquent sur les émissions carbone finales de la fenêtre. Donc, si on peut l'intégrer, c'est quand même mieux. L'ensemble des menuiseries mises en œuvre seront fabriquées en France. Donc ça, on l'a vu également, ça a un impact assez conséquent. Dans la mesure du possible, celles-ci seront composées de vitrages bas carbone en calcin recyclé. Donc là, idem, j'ai mis dans la mesure du possible parce que c'est une solution assez innovante, assez récente. Les vitrages bas carbone, on n'en retrouve pas énormément encore sur le marché. Et donc voilà, j'ai mis dans la mesure du possible. Pour information, j'ai trouvé donc sur le site WWF un recensement de divers labels et certifications donc, destinés à valoriser les bois français et ou régionaux. Donc en fait, c'est une liste dans laquelle vous allez retrouver notamment le label Bois de France, par exemple, pour ce qui va concerner les bois français, et après des initiatives régionales comme Bois des Alpes, euh, ce type de certification, donc là, qui sont listées sur ce site-là. À noter, donc, comme ça a été évoqué, la mise en œuvre d'essence avec une forte densité favorise le stockage de carbone, par exemple chêne ou châtaignier. Donc ça, c'est un élément également à considérer si en tant que prescripteur, vous allez jusqu'à choisir l'essence qui sera mise en œuvre. C'est bien de valoriser des essences à forte densité ou même de soumettre ces éléments-là au menuisier et potentiellement d'influencer donc son choix. Pour aller plus loin, donc dans chacune des parties, on a également ajouté une rubrique pour aller plus loin à la fin. Donc là, on présente la formation que nous réalisons à FCBA pardon, sur ces sujets, donc FDES RE 2020, que vous pourrez retrouver dans notre catalogue de formation en ligne. Je vais passer la parole à Cécile pour la suite. Voilà, donc ce sont des formations qu'on vous recommande chaudement, parce que ce sont des formations d'une journée et voilà, qui sont très complètes et qui compléteront de manière voilà, très dense ce que l'on vient de voir à l'instant. Donc le deuxième point, ce sont les spécificités de conception à prendre en compte dans un CCTP. Des éléments de marché, dans un premier temps, il faut savoir que donc la dernière étude de marché qui remonte à 2022, les menuiseries bois et bois aluminium représentaient 1,1 million de menuiseries en France, soit à peu près 10% du marché français.
Donc, c'est important de bien maîtriser les prescriptions de conception vis-à-vis de ça. Ce sont des produits qui disposent de normes de conception, donc la NFP 23 305 pour les menuiseries bois et la NFP 23 309 pour les menuiseries mixtes bois-aluminium, et également d'un DTU, qui est le DTU 36.5 le DTU 36.5, dont la partie 1.2 sur les critères généraux de choix des matériaux reprend un certain nombre de prescriptions issues des normes de conception. Alors, le DTU, c'est très important de le respecter parce qu'il servira de référence aux experts et aux experts des assurances et aux tribunaux en cas de sinistre ou de litige. Donc, c'est pour ça que c'est important, voilà, de bien s'y conformer. Donc, premier point à ce niveau-là, c'est le sujet qui concerne la classe d'emploi et la durabilité des bois. Donc, la classe d'emploi du bois dépend de 3 paramètres principaux. Le facteur de conception. Là, je vous ai mis une image sur la gauche. Vous avez une menuiserie qui a des capotages, donc qui là vont contribuer à réduire l'humidification du bois. Mais si la menuiserie n'est pas protégée par des capotages aluminium, elle va avoir une exposition à l'humidification qui est maximale. Ensuite, on a les conditions climatiques d'humidification liées à la localisation du chantier. Là, on est sur la deuxième carte, la carte du milieu, où on voit qu'on a des zones sèches sur le pourtour méditerranéen, des zones modérément humides, toute la partie orangée en France, et on a des zones qui sont dites humides, la Bretagne, les Pyrénées, Massif central, etc. Donc, toutes ces zones-là, voilà, des menuiseries vont être soumises à des conditions d'humidification plus sévères. Il faut savoir qu'au-delà de cette carte qui est très générale, on peut avoir également localement des facteurs entre guillemets aggravants, c'est-à-dire être à côté d'un lac ou certaines choses comme ça, voilà, qui peuvent comment dire, rendre les conditions d'exposition à l'humidification plus sévères. Et donc là, le DTU détaille les différentes situations. Le dernier point, c'est les conditions d'exposition par rapport au vent de pluie dominant et le facteur de protection apporté par la construction. Donc ça, c'est le petit schéma qui est sur la droite. On a ici une menuiserie qui est protégée ici, qui est montée derrière un tableau. Et le tableau va, lui, assurer une protection de la menuiserie, tout au moins sur la partie haute de la menuiserie, qui va être considérée comme une zone protégée par rapport à l'humidification. Et puis, la partie médiane, elle, va être considérée comme une zone semi-protégée et la partie basse, elle, comme une zone non protégée. Également, si on a une couverture, on aura une protection, une menuiserie qui sera protégée. Donc voilà, l'environnement est important dans cette prise en considération. Au niveau des classes d'emploi, en fait, donc il y a 4 classes d'emploi qui existent. La classe 1, qui correspond à un emploi en intérieur et une menuiserie non exposée, enfin un produit, pardon, non exposé à l'humidification. La classe 2 correspond également à un usage intérieur, mais avec des humidifications occasionnelles. Puis on a les classes 3, scindées en classe 1 et classe 2, où on est sur un emploi en extérieur avec des humidifications, soit de courte durée quand on est en classe 1, et ça va être préconisé pour les menuiseries bois-aluminium, soit on va être comment dire, exposé à des humidifications fréquentes, et ça, ce sera donc la préconisation pour la menuiserie bois. Et il existe enfin la classe d'emploi 4 où on est sur un emploi extérieur et une humidification très prononcée et des conceptions qui induisent une rétention importante d'eau, mais là, on n'est pas sur le cadre d'emploi de la menuiserie bois. Donc, à retenir par rapport à ça, en menuiserie bois, aluminium, on est sur des essences qui doivent assurer une classe d'emploi de niveau 3.1 et les menuiseries bois, une classe d'emploi de niveau 3.2. Maintenant, quelle essence de bois pour quelle classe d'emploi? Donc, je vous parlais tout à l'heure de la norme produit, la NFP 23 305, qui, dans son annexe A, donne un tableau, donne une liste en tous les cas de plus de 80 essences de bois, qu'on soit sur des essences de bois feuillues, résineuses ou tropicales, et qui donne pour ces essences de bois les classes d'emploi qui sont couvertes par l'essence de bois. Donc, vis-à-vis de ça, il y a 2 cas qui se présentent. Soit le bois
est purgé d'aubier et n'est pas traité, soit le bois présente de l'aubier et devra être traité. Alors, l'aubier, qu'est-ce que c'est? Il y a une petite photo ici sur la droite. L'aubier, c'est la partie périphérique du bois qui généralement est de couleurs différentes. Donc, c'est quelque chose qu'on est capable d'identifier généralement visuellement. Et cette partie-là, en fait, c'est euh, une partie du bois qui ne présente à l'état naturel aucune résistance vis-à-vis des agents de dégradation biologique. Donc, si le bois en œuvre qui est utilisé comporte de l'aubier, il sera indispensable de traiter le bois. On appelle ça une durabilité, enfin pour conférer au bois une durabilité convenable. Voilà. Donc, dans ce cas-là, qui est un extrait de cette liste de l'annexe A, on voit par exemple que le cèdre de l'Atlas, pour son bois sans traitement purgé d'aubier, donc plutôt le bois de cœur, il a une classe d'emploi. En fait, il garantit en tous les cas, il est compatible avec une classe d'emploi 3.2. Et quand il est avec aubier, donc avec sa partie périphérique, et quand il sera traité de ce fait, il sera compatible avec une classe 3.2, ce qui veut dire que le cèdre de l'Atlas pourra être utilisé pour une menuiserie bois. Et donc, la classe 3.2, ça permettra de couvrir, parce que c'est la classe d'emploi également la plus sévère pour la menuiserie bois, ça permettra de couvrir l'ensemble des zones géographiques françaises, l'ensemble et l'ensemble des mises en œuvre sur chantier. Deuxième point à prendre en considération, c'est les carrelets bois et la qualité de collage. Donc ça, c'est un point très important parce que il y a beaucoup de carrelets qui sont mis en œuvre, enfin de bois collés qui sont mis en œuvre au niveau des menuiseries, tout simplement parce qu'ils apportent une très bonne stabilité au bois. On va avoir la menuiserie qui se déformera beaucoup moins, qui présentera des qualités fonctionnelles bien meilleures. Donc, c'est intéressant d'avoir des bois collés au niveau de la menuiserie, mais par contre, il faut faire attention parce qu'un bois collé, c'est quelque chose de précis qu'il faut bien maîtriser. Alors, la qualité de collage, elle va impacter directement la durabilité de la finition. On sait bien que le carrelé sera revêtu d'une finition après coup. Si les plans de collage ne sont pas bien collés, s'ils s'ouvrent, hein, eh bien forcément, ils vont complètement dégrader le film de finition et donc la durabilité de la finition. Et également, s'il s'ouvre sur toutes les pièces horizontales où on a vu que c'est les zones, surtout en partie basse de menuiserie, qui sont les plus exposées à l'eau, donc l'appui, la pièce d'appui ou la traverse basse de la menuiserie, eh bien, ça va impacter la durabilité de ces pièces. Donc, il est important de bien maîtriser la qualité de collage du bois, sachant que ce n'est pas si évident que ça. Le collage du bois nécessite une bonne maîtrise du bois déjà au niveau de l'essence de bois, parce que l'essence de bois, c'est lié à la durabilité, donc c'est un point essentiel à bien maîtriser. Également le débit, la notion de température et d'humidité des bois pour bien les coller. Donc, il y a une maîtrise à ce niveau-là. Également au niveau des cols, il y a des cols qui sont compatibles avec du collage en menuiserie extérieure et d'autres qui ne le sont pas. Il ne faut pas se tromper, donc il faut faire les bons choix. Il faut bien les stocker. Les conditions de stockage peuvent avoir un impact euh, sur la colle, en fait. Il faut bien les mélanger, il faut bien les déposer avec le bon grammage, il faut bien usiner les bois, il faut bien presser. Bref, c'est un process qu'il faut bien maîtriser. Donc pour cela, notre préconisation, c'est de dire que le collage du bois, il doit être réalisé conformément à des normes qui sont les normes 13307-1 et 2 pour une classe de service 3. Et également, il doit être réalisé sous certification de collage parce que la certification, elle va apporter une garantie de maîtrise du process de collage et également de résultats, vu que le collage va être régulièrement testé 2 fois par an. Donc, voilà, ça apporte une maîtrise importante au niveau de ce composant. Dernier point à bien avoir en tête, c'est qu'un carrelet qui est bien collé doit toujours être revêtu d'une finition, que ce soit une finition provisoire ou complète. Donc ça, c'est un point essentiel. On ne fait pas de prescription de menuiserie bois sans à minima une finition provisoire, toujours une finition.
Donc, ben, maintenant, toujours une finition, mais laquelle? Donc, il faut savoir que sur le marché français, en 2022, on avait à peu près 75% de produits qui étaient qui étaient dotés d'une finition complète, finie en usine. Alors, pourquoi? Bah, parce que la finition bois, elle apporte tout un tas de services. Elle protège vis-à-vis des intempéries de l'eau et des ultraviolets. Elle participe au maintien de la stabilité de l'ouvrage. On a dit, elle va éviter l'humidification du bois et donc la déformation du bois. Elle va protéger vis-à-vis du délavage pardon, du produit de traitement. On a vu qu'en fonction des bois utilisés, il pouvait y avoir des traitements de préservation mis en œuvre. Si la finition n'est plus là pour faire sa protection, le produit de traitement va se délaver. La finition contribue à la décoration des ouvrages, à la protection vis-à-vis du bleu, protection également vis-à-vis de la perméabilité à l'eau liquide en bois debout et également protection vis-à-vis des agressions extérieures type abrasion, etc. Alors, quelle finition choisir? Donc, il se trouve que il existe des normes d'essai et de classement des finitions. C'est la série des normes EN 927 et que du coup, on va vous demander, enfin, on préconise à ce que les finitions soient classées conformément à la NF EN 921-1. Par rapport à ça, il y a plusieurs niveaux qui sont définis. Pour les finitions provisoires, on va du niveau 1 à 3, que l'on soit sur une finition transparente ou opaque. Et en finition complète, on va du niveau 4 à 8, sachant que le niveau 4, c'est le niveau minimum à garantir pour un délai de surveillance euh, pour le premier entretien de 2 ans. Donc, c'est lié à la garantie biennale. Donc, en conclusion, une menuiserie bois, on ne va pas une finition complète parce que c'est le gros du marché. Elle devra être dotée d'une finition de niveau 4. Et pour les menuiseries bois aluminium, étant donné que les menuiseries sont protégées par un capotage aluminium, on peut se contenter d'une finition bois de niveau 2 et tout en sachant que ce niveau de performance permet d'assurer aux menuiseries bois aluminium aucun entretien au niveau de leurs produits. Sur la partie bois, j'entends. Voilà, ce qui est quand même un atout très important. Sur la partie rédactionnelle. Merci pour le micro. Alors, même principe, au niveau des exemples de rédaction, j'ai essayé de le compiler comme ça pour être rédigé dans un CCTP. Donc, les menuiseries devront être réalisées à partir d'une essence de bois ayant une durabilité naturelle ou conférée compatible à la classe d'emploi 3.2, donc pour tout ce qui va être des menuiseries bois, ou 3.1 pour du bois alu. Ces menuiseries, elles pourraient être en bois lamellé collé ou lamellé collé abouté, parce qu'elles auront une bien meilleure stabilité que si elles sont en bois massif. Le collage décarrelé doit être conforme aux normes NFEN 13307.1 et XPCEN 13307.2 pour une classe de service 3 et sous certification CTBLCA ou équivalent. Finalement, l'application d'une couche d'impression et de 2 couches de peinture de finition en atelier, ce système doit être classé selon la norme NFEN 927-1 et justifié au minimum d'un niveau de finition 4. Donc là, j'ai mis d'un niveau de finition 4 en partant du principe que c'est une prescription qui s'applique à une menuiserie bois. Pour une menuiserie bois alu, comme Cécile vient de l'évoquer, un niveau de finition 2 pourrait suffire. Ça reste le niveau de finition minimum applicable. Finalement, ces preuves de performance, elles sont apportées par la certification NF Fenêtre Bois ou un équivalent. Pour aller plus loin, on peut vous renvoyer donc vers la formation Fenêtre et porte extérieure bois et mixte bois aluminium, qui traite notamment des volets conception, fabrication et performance de ces menuiseries. Vous aurez d'ailleurs tous les liens dans le PDF qui vous sera transmis par Mage à la suite de cette conférence. Et donc, tout est en lien hypertexte dans le document.
Pour précision, l'espace de questions est ouvert. Je l'ai mis dans le chat, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Et on a réservé un temps pour répondre aux questions, donc à la fin du webinaire. Voilà. Je repasse la parole à Cécile. Donc, on continue avec la partie 3 qui concerne les performances essentielles des menuiseries. Donc, concernant les performances, on a la norme NFEN 14351-1 plus A2 qui définit les caractéristiques des fenêtres, qui va définir les normes d'essai, les normes de classement, mais qui ne définit pas forcément de performance minimale à atteindre. Et là, c'est DTU 36.5 partie 3 qui prend le relais sur cette partie-là et qui va donc définir des performances minimales, donc on vous préconise de respecter. Donc, parmi les caractéristiques essentielles à assurer, il y a ce qu'on appelle les performances AEV, donc A pour la perméabilité à l'air, E pour l'étanchéité à l'eau et R pour la résistance au vent. Donc, c'est trois caractéristiques qui sont réunies au sein d'un essai, l'essai dit AEV, qui doit être réalisé dans le cadre du marquage CE et dans le cadre de la norme 14351 par un laboratoire notifié. Donc, c'est un laboratoire qui est habilité à réaliser des essais sous marquage CE. Alors, ça peut être des essais réalisés soit en laboratoire, soit en entreprise, mais sous la surveillance d'un laboratoire notifié, en tous les cas. Et si le laboratoire de l'entreprise le permet, et le banc d'essai surtout. Voilà. Donc là, vous avez sur votre droite une photo d'une menuiserie sur un banc d'essai qui va être testé. Donc, concernant cet essai, enfin, et surtout les performances AEV, il faut savoir que elles sont elles aussi, elles dépendent de trois paramètres. D'une part, la région climatique, d'autre part, la catégorie de terrain d'environnement de la construction et également de la hauteur du bâtiment par rapport au sol. Donc, on va reprendre ces trois critères. Donc, concernant les régions climatiques, en fait, il y a un classement qui est surtout lié à la vitesse du vent au niveau des différentes zones géographiques. Donc, on va des zones les moins exposées en vert pour aller vers les zones les plus exposées en jaune sur la façade est de la Corse. Moyennement, enfin, exposé un petit peu moins, on a les façades littorales, littoral atlantique, le nord, le pourtour méditerranéen, et après, en zone intermédiaire, on a tout ce qui est assuré en blanc. Donc ça, c'est pour les régions climatiques. Ensuite, il y a les catégories de terrain. Ça va de la catégorie 0 à la catégorie 4. La catégorie 0 étant la zone la plus exposée également au vent. Et donc, catégorie 0, ça correspond aux zones côtières exposées au vent. Catégorie 2, on va être sur de la rase campagne. Catégorie 3, on va être sur de la campagne avec des haies, où là, les haies vont assurer un petit peu vont limiter un petit peu la vitesse du vent. Puis 3B, les zones urbaines. Et 4, les zones urbaines où les bâtiments occupent au moins 15% de la surface. Puis ensuite, on a un troisième facteur qui est la hauteur du bâtiment. Et donc, on a différentes catégories de hauteur qui sont définies. Donc, par rapport à ces différents critères, donc le DTU 36.5 partie 3 définit des performances minimales à assurer en fonction justement de la zone géographique, de la catégorie de terrain et de la hauteur du bâtiment. Et ce que vous pouvez peut-être déjà noter, c'est qu'une performance de perméabilité à l'air A2, étanchéité à l'eau E4 et résistance au vent A2 va permettre déjà, en fait, on va être surtout la performance minimale, la performance d'entrée du DTU. Et ensuite, eh bien, plus on va vers des zones comment dire, plus exposées et plus les performances vont augmenter. Deuxième point,
toujours dans le cadre de ces essais AEV, c'est un petit focus sur l'essai de résistance à l'eau. On a deux méthodes d'arrosage, la méthode A et la méthode B. La méthode A, en fait, c'est un arrosage qui est où les buses d'arrosage sont inclinées de 24 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, on a un arrosage important. La menuiserie va être fortement sollicitée par rapport à cet arrosage. La méthode B, l'inclinaison est beaucoup plus ouverte, elle est à 84 degrés et donc on va avoir le jet qui va être plus focalisé sur la partie basse de la menuiserie. Donc, ça à préconiser également une méthode DCA quand vous avez votre menuiserie qui est mise en œuvre plutôt sur la partie extérieure de l'ouvrage, en applique extérieure. Par contre, quand elle est mise en œuvre derrière le tableau, là, une méthode B conviendra parfaitement. Deuxième grande thématique de performance, ce sont les performances mécaniques. Et le DTU fixe également des objectifs de performance pour quatre caractéristiques mécaniques, notamment les forces de manœuvre. Donc là, c'est les efforts qu'il faut mettre pour ouvrir et fermer la menuiserie et également actionner la crémone. Donc ça se traduit par des efforts et des couples de manœuvres. Et là, il faut être sur une menuiserie de classe 1 qui va conduire à des efforts inférieurs à 100 newtons, c'est-à-dire 10 kg d'appui pour verrouiller la fenêtre et également un couple qui est inférieur à 10 newton-mètres. Au niveau des essais mécaniques, la menuiserie va être également soumise à des essais. On applique des efforts de torsion dans différentes positions. Là, le DTU préconise une classe une résistance mécanique de classe 2 qui correspond à des forces appliquées de 25 kg ou 40 kg en fonction des essais réalisés. Dernier essai mécanique, c'est l'essai d'ouverture et fermeture répétée qu'on appelle également essai d'endurance. Donc, il y a des préconisations différentes selon que l'on soit sur un oscillobattant. Là, la préconisation sera de la classe 1, c'est-à-dire qu'il faut réaliser 5000 cycles d'ouverture sur l'ouverture en mode ouvrant à la française et 5000 cycles sur le mode d'ouverture en soufflé, puisque l'oscillobattant peut s'ouvrir de ces deux manières. Donc, au final, la menuiserie, elle est quand même soumise à un total de 10 000 cycles. Quand on est sur des ouvrants à la française, on sera sur une exigence de classe 2, 10 000 cycles en ouverture à la française, vu que là, on n'a qu'un seul mode d'ouverture sur ces menuiseries. Voilà, donc on voulait continuer avec une vidéo qu'on a d'essai AEV pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble concrètement. Donc une vidéo d'1 minute, assez rapide. L'objectif étant de rendre le sujet un peu plus visuel. Hop. Donc, Donc voilà, on a la menuiserie qui est mise en œuvre sur le banc d'essai. Là, c'est les couples de manœuvre. Là, on voit Newton-mètre. Donc, c'est le couple à l'ouverture et à la fermeture qu'on mesure au niveau de la menuiserie. Là, quand on fait les essais à l'air, on change les diaphragmes pour avoir des vitesses de vent plus ou moins importantes. On voyait d'ailleurs la menuiserie se déformer quand elle est exposée à des pressions d'air différentes. Et là, à nouveau, on voit qu'elle se déforme sous cette pression d'air variable. Là, c'est l'essai à l'eau. Et là, on va vérifier au niveau de la menuiserie qu'il n'y ait pas de passage d'eau. Donc, en l'occurrence, ce n'était pas le cas sur cette menuiserie. Il y avait des passages d'eau côté intérieur. Donc, forcément, la menuiserie est déclassée à ce niveau-là. L'essai mécanique à présent où on met des charges, on charge l'ouvrant et on va regarder comment il se déforme.
Donc 40 kilos là qui sont appliqués sur l'ouvrant et voilà, on mesure la déformation de l'ouvrant. Voilà, l'essai. Et là, c'est un essai de torsion statique avec un effort qui est appliqué euh, en déformation par rapport au plan. Voilà. On va revenir sur notre présentation, donc, qui est ici. Hop, c'est bon. Donc, sur cette partie liée aux performances essentielles des menuiseries, on va devoir donc définir dans notre CCTP des niveaux de performance. Ces niveaux de performance, on peut les définir à l'aide du DTU 36.5 et ces menuiseries devront être évaluées conformément à la norme NFEN 14 351-1 plus A2. Au niveau de la perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau, résistance au vent, donc on a les classes A2, E4B, VA2 qui sont les classes minimum. On a au niveau de la force de manœuvre une classe 1 pour les oscillobattants ou soufflés. Au niveau de la résistance mécanique, une classe 2. Et finalement, pour ce qui est de la résistance à l'ouverture et fermeture répétée, une classe 1 pour les oscillobattants, sinon classe 2 pour les ouvrants à la française. Tous ces éléments-là sont vérifiés donc, dans la certification NF Fenêtre Bois. Les menuiseries devront justifier donc de ces performances soit par un rapport d'essai effectué dans un laboratoire notifié, soit par une certification NF Fenêtre Bois. Pour information, donc, comme je l'ai répété, les valeurs A2, E4, A et E4B, pardon, VA2 sont les valeurs minimales. On a fait un petit mélange en avant. Pour des locaux climatisés, donc un classement de perméabilité à l'air A3 est recommandé. Mais de toute façon, il faut se référer au DTU parce qu'en fonction du type de projet, on peut avoir des performances attendues différentes de celles-ci. Pour aller plus loin, donc, on vous renvoie encore une fois vers la formation, c'est la même que celle que j'évoquais juste avant. Conception, fabrication et performance des fenêtres et portes extérieures bois et mixte bois aluminium. Je vais repasser la parole à Cécile. Alors, dernière partie de ce webinaire, donc ce sont les bénéfices de la marque NF Fenêtre Bois. Donc, comme on l'a dit, la marque NF Fenêtre Bois répond aux exigences que l'on vient d'évoquer. Et plus encore. D'ailleurs, avant de poursuivre sur ce qu'il y a, les éléments qui sont dans le slide, un petit point également vis-à-vis du marquage CE. Donc, la norme de performance, c'est à 14 351-1. C'est sur cette norme qui est bâtie, que c'est sur laquelle s'appuie le marquage CE. Mais cette norme-là ne comprend pas du tout de volet conception. On est vraiment sur les performances du produit, ce qui fait qu'un produit qui est marqué CE n'apportera aucune garantie en termes de conception, justement. Et par rapport à ça, effectivement, la marque NF Fenêtre Bois, elle apporte un certain nombre de garanties, comme on a vu vis-à-vis du DTU, sur ce volet conception notamment. Et au niveau de la marque, on a bâti deux options. Deux options de certification. Une première option qui est l'option NF Conception, que l'on préconise pour le marché du diffus et qui est basée sur la certification de la conception. Donc, sur la partie conception, on vous a présenté quelques points qui étaient propres au bois, mais en réalité, nous, on va avoir jusqu'à 90 points qui sont contrôlés. Alors, ce n'est pas 90 points qui sont contrôlés systématiquement, mais on peut avoir jusqu'à 90 points pour tenir compte de toutes les typologies de menuiserie, que l'on soit sur de la menuiserie bois, quand on est sur du mixte, il y a également des préconisations, des exigences particulières, que l'on soit sur un assemblage collé, que l'on soit sur un assemblage mécanique. Il y a un certain nombre également d'exigences sur les autres matériaux, que l'on soit sur du vitrage, on demande à ce que le vitrage soit sécal, l'école, il faut qu'elle soit compatible avec un usage extérieur. Sur la partie conception, on va avoir également des exigences sur la partie drainage des bois, sur le dimensionnement euh,
du listel, la tenue des parts closes, etc. Donc, voilà, il y a un nombre assez important de points que l'on va contrôler qui touchent à la conception du produit et à la bonne conception du produit. Partant de là, on a un deuxième point dans le cadre de cette option qui est la performance. La performance des produits, elle va être évaluée sur un format standard. Pourquoi sur un format standard? Parce que dans le marché du diffus et les entreprises qui vendent sur le marché du diffus, on a vraiment des configurations très diverses et variées et c'est difficile de couvrir toutes les configurations. Ça ferait vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais. Donc, en fait, on part là sur une configuration standard et une conception garantie. Dans cette option de conception, on va nous réaliser 2 audits de surveillance par an. Donc, tous les 6 mois, on sera en entreprise, on va vérifier que les éléments de conception sont conformes, que les éléments également de performance sont conformes également. On va réaliser donc un essai à chaque fois sur le banc AEV de l'entreprise certifiée, sachant que le banc AEV est contrôlé tous les 3 ans. Puis vient une deuxième option, l'option que l'on appelle NF Conception et Performance, qu'on préconise cette fois sur le marché du chantier. Pourquoi? Parce que sur le marché du chantier, on va avoir déjà des volumes de menuiserie plus importantes et peut-être aussi des exigences de performance plus explicitées. Donc, sur cette option de conception, on va conserver en fait toute la partie conception et exactement les mêmes exigences sur la partie conception que l'option NF conception, mais par contre, on va être plus exigeant sur la partie performantielle. D'ailleurs, les performances, elles sont certifiées. FCBA s'engage sur l'atteinte de ces performances. Et pour cela, on va demander à ce que beaucoup plus de configurations de produits et de dimensions soient testées. Donc, on fait faire aux fabricants tout un plan d'essai avec des dimensions maximales et des configurations les plus contraignantes. Voilà. Ça, c'est la partie essai initial. Maintenant, en surveillance, on demande également à l'entreprise de faire beaucoup plus d'essais AEV d'autocontrôle. Et là où en NF Conception, il y a 2 essais par an, les entreprises vont être soumises à des essais beaucoup plus fréquents, de 1 essai par mois à 1 essai par semaine. Tout ça pour s'assurer de la constance des performances des produits. On demande également que les chargés d'essai des entreprises soient formés et habilité par FCBA. Donc la formation, c'est quelque chose où voilà, on s'assure qu'ils aient les connaissances, mais l'habilitation, c'est également une partie où on va en entreprise et on va suivre tout un essai AEV complet, on va vérifier que le chargé d'essai applique bien, met correctement en œuvre la menuiserie, comment dire, paramètre son banc d'essai comme il faut, fait les bons constats et fait la bonne interprétation d'essai pour s'assurer que voilà, il est en mesure de faire correctement ses essais AEV. Donc, cela sous-entend que l'entreprise soit équipée d'un banc AEV et également de personnel d'essai qui soit contrôlé. Et ça, c'est un petit peu aussi un point de différence par rapport à NF Conception. Les personnels d'essai donc, sont également soumis à, comment dire, un maintien d'habilitation tous les 3 ans. Enfin, pour ces catégories de produits, on met à disposition un dossier technique de certification qui est une sorte de pendant du DTA avec toutes les informations, les justificatifs, les rapports d'essai qui ont été passés sur les produits, une description détaillée du produit, des plans de mise en œuvre, des plans de détail pour expliquer en profondeur la constitution de ce produit et ses justificatifs afin de fournir également un dossier complet, un bureau de contrôle ou en bureau d'études éventuellement. La marque NF en quelques chiffres, donc c'est une marque de qualité qui a été créée en 1999, qui comporte actuellement 19 titulaires de menuiserie, bois et bois aluminium. On est sur des fabricants multimatériaux, à l'exception de 2 fabricants, de nos 2 gros fabricants de menuiserie bois aluminium qui, eux, sont vraiment concentrés sur la menuiserie mixte. Mais les autres fabricants offrent à leur gamme tous les matériaux, que ce soit du bois, du PVC, de l'aluminium. Et pour certains, ils ont même des gammes en bois aluminium.
On a aujourd'hui une soixantaine de gammes qui sont certifiées. On est sur des fabrications françaises. La dernière étude montre qu'il y a plus de 155 000 menuiseries qui sont marquées par an et plus de 280 000 menuiseries qui sont fabriquées chez nos titulaires qui appliquent des procédures NF pour l'ensemble de leurs produits. Également, les essais AEV de nos titulaires s'élèvent à 230 essais AEV par an. Il faut savoir qu'un essai AEV, ça prend entre 3 et 4 heures et on ne parle pas du montage. Donc, ça fait un nombre d'heures allouées à la surveillance de la performance des produits qui est très important et qui est assuré par nos titulaires. Pour notre part, on réalise systématiquement 2 audits par an, qui est le niveau de surveillance le plus important du marché. Et la marque NF Fenêtre Bois est une marque qui est prescrite pour les chantiers et le diffus. Voilà. Donc, sur ces aspects, volume de produits marqués en bois et en bois aluminium, fréquence de surveillance et nombre d'essais AEV, également sur ces aspects-là, c'est la première marque de qualité des fenêtres en bois et bois aluminium. Donc là, vous aurez en tous les cas la liste des entreprises certifiées et des produits certifiés que vous pouvez retrouver sur le site de FCBA et sur le site internet de la marque NF Fenêtre. Et pour terminer, donc la marque NF Fenêtre Bois, c'est une marque de qualité, une marque NF. Et les marques NF sont relativement connues du grand public. Il s'agit de la première marque de certification volontaire en France. C'est une marque de qualité qui est connue de 86% de la population. Il y a plus de 190 applications de certification NF. C'est une marque qui est délivrée par AFNOR Certification et 12 organismes certificateurs mandatés, dont FCBA pour la marque NF Fenêtre Bois. Voilà, nous avons fini pour la partie présentation à proprement parler. Je vais repasser la parole à Paul pour... ouais. Avant de passer, alors, je veux juste savoir si on m'entend bien ici. Ah, c'est notre micro, réseau micro. Ok. Alors, la dernière conférence que nous organisons se déroulera donc à FCBA. Ce sera une visite de nos installations à Bordeaux le 27 juin prochain. N'hésitez pas à vous inscrire, il y a le lien qui est disponible également sur la présentation. Nous avons monté la newsletter, donc la Gazette de la prescription, dans laquelle on évoque différents sujets. On a fait un premier volet autour de la durabilité. La deuxième a porté plutôt sur les différentes typologies de panneaux dans la construction. Voilà, donc là, on travaille sur la troisième. Vous pouvez vous abonner pour la recevoir par mail. Finalement, c'est tout ce que je voulais ajouter avant de passer aux questions. Donc, je ne sais pas si vous avez accès aux questions qui sont déjà, auxquelles il y a déjà une réponse qui a été apportée. Donc, je propose à Arnaud Depont, s'il veut bien, répondre à la première question de vive voix pour la partager avec tout le monde. La question était de Sinibaldi Renault. L'optimisation en émissions carbone des menuiseries bois suivant les critères présentés, vitrage recyclé, est-elle uniquement déclarative? Comment cela est-il contrôlé par rapport aux produits d'origine? Merci. Oui, en fait, la question, j'ai demandé à reformuler la question. J'avais pas compris au début. C'était juste par rapport à ce que Cécile, tu avais présenté au début. L'idée, c'est que les résultats qui ont été présentés, les résultats optimisés, qui permettaient de dire qu'on pouvait aller jusqu'à moins 50% d'impact sur le cycle de vie de la fenêtre. C'est vraiment des résultats qui sont présentés ici à titre indicatif et qui ont été modélisés et obtenus dans le cadre d'une autre formation qu'on a faite ensemble avec Cécile.
et durant laquelle on a manipulé le modèle ACV qui est utilisé pour la réalisation des FDES collectifs Codifab qui sont actuellement publiés sur Ignis. Mais en aucun cas aujourd'hui, enfin à mon sens, je connais pas encore de FDES qui soit publié et donc vérifié par un vérificateur extérieur euh, qui présente un vitrage recyclé, enfin qui présente vraiment, on va dire, de manière officielle ces résultats-là. Voilà. D'accord. Dans tous les cas, après, c'est l'idée là, ce qui a été réalisé notamment pour le vitrage, c'est on a récupéré des données environnementales de vitrage peu émissif, de vitrage Ouais. recyclé, pour pouvoir évaluer la différence d'impact que ça aurait entre les deux types de menuiserie. Ok, très bien. Merci beaucoup. Euh, Et donc les questions suivantes, ça faisait référence à la même chose. oui, c'est ça. C'était dans la suite de la discussion. Ouais. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poster dans l'espace de questions et réponses. On a une question de Christina Elac qui demande, donc je crois que c'est la carte des zones d'humidité en France, qui affirme que cette carte date donc des années 71-2000 et qui demande si on pourrait la mettre à jour. Alors, par rapport à ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une révision en cours. Donc, cette carte, en fait, elle est mentionnée dans la NFP 23305, dont on a parlé tout à l'heure, Mhm. qui est la norme produit des menuiseries à bois. Euh, et donc, cette carte, elle apparaît dans cette norme-là. C'est une norme qui remonte à 2014 et qui est actuellement en cours de révision. D'ailleurs, le processus de révision est quand même relativement bien avancé. Il est peut-être prévu qu'elle soit mise à jour dans la révision. Voilà, faudra regarder dans la prochaine révision de cette norme. Et cette prochaine révision devrait sortir vraisemblablement début 2025. Ok, super. Merci Cécile. Euh, on a une question. Comment récupérer la présentation? Du coup, ben, la présentation, je vais la transmettre tout simplement à Mage. Et normalement, c'est eux qui font le relais et donc qui vous l'envoient par la suite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Parce que je ne les reçois jamais. Donc, on pourra transmettre à Mage et je leur dirai que Julie Cagnot ne reçoit pas les présentations. Je transmets le message. On a une question d'Ophélie Daniel qui demande: Bonjour, qu'en est-il du réemploi? Alors, au niveau du réemploi, je sais qu'il y a une étude qui est en cours, notamment au niveau de l'impact euh, de l'utilisation de carrelets issus de réemploi. On est encore sur des éléments qui ne sont pas finalisés. C'est, à ma connaissance, cette étude doit s'achever fin d'année, en fait, au deuxième semestre. Et donc, il y aura sans doute une communication qui sera faite via le Codifab, donc en tous les cas via FCBA, euh, et, euh, et qui vous permettront d'avoir un certain nombre, je pense, d'éléments de données publiques. Enfin, en tous les cas, voilà, que l'on peut rendre public. Étant donné que c'est une étude privée, tous les éléments ne seront pas rendus publics, mais il y aura sans doute, on va dire, des éléments d'information vis-à-vis de ça. Ok, très bien. Euh, ah, spectateur anonyme, pouvez-vous développer un peu le calcin? Alors, sur le calcin, je ne suis pas une spécialiste du vitrage, mais c'est le calcin, c'est le vitrage issu de la filière de recyclage
du verre en fait. Donc il y a tout un circuit en fait de collecte et de tri des matériaux d'ailleurs qui est en train de se mettre en place. Et pour le vitrage, il récupère le verre et il le réemploie, il le réutilise pour la fabrication de verre à base de verre recyclé. Et ce que ça permet de faire, surtout, de ce que j'ai compris, c'est d'abaisser la température de fusion des fours. Je crois que sur un vitrage normal, on est sur une température de fusion qui est à 1700 degrés. Et sur un vitrage avec du verre recyclé, on peut abaisser la température à 1300 degrés. Donc, ça permet de faire une économie d'énergie en fait pour la fabrication du verre. Après, les contraintes qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'il faut que le tri soit très bien fait. Il y a des problèmes de pureté du verre, etc. Enfin, et toute la partie tri a été, je pense, un des points clés pour pouvoir mettre en place ce process, en fait. Ok.